Nous allons entamer la deuxième table ronde qui s'intitule S'approprier. On est donc toujours dans cette question autour de pérenniser la culture de l'égalité et toujours dans cette question et cette réflexion sur le champ culturel et les façons de résister et surtout de lutter contre le sexisme. Et nous avons voulu dans cette deuxième table ronde poser la question de comment les publics s'approprient ces propositions antisexistes et comment les personnes de terrain ou les personnes du côté de la recherche ont perçu, ont analysé la réception des publics et les réactions plus largement du public. Donc on a des questions qui sont assez similaires à celles de la première table ronde d'aujourd'hui, mais qui insistent davantage sur les réactions qu'ont provoquées dans la mesure, évidemment, des moyens dont ont disposé nos interlocutrices pour pouvoir le mesurer ou en rendre compte aujourd'hui. Donc nous allons fonctionner de la même façon que d'habitude, en vous présentant cette fois-ci par ordre alphabétique, ou je crois, nos intervenantes, puis ensuite en leur posant des questions. Et ensuite, juste avant le débat, nous avons une projection de vidéo réalisée pour le concours Beson contre le sexisme de ce site tout à fait passionnant Télé Debout, qui sera présentée par Bara Volman, qui elle-même est à l'origine de cette initiative. Puis nous aurons un débat avec la salle, puis un cocktail pour clore ces assises 2013. Donc je vous présente très rapidement d'abord Nicole Savet, avec qui nous co-animons cette table ronde, qui est professeure d'histoire-géographie, qui est une militante féministe de longue date, qui milite à la Maison des femmes de Montreuil et à la Marche mondiale des femmes. Est-ce que j'ai oublié ? Non, c'est parfait. Voilà. Et qui fait partie du conseil d'orientation de l'IEC qu'on vous a présenté tout à l'heure. Donc, si tu veux me présenter. Oui, bien sûr. Donc, nous avons préparé avec toute une équipe, mais en particulier avec Florence, cette table ronde. Donc, Florence Rochefort, qui est chercheuse au CNRS et qui est présidente de l'Institut Émilie du Châtelet. Alors, nous allons présenter les intervenantes ici présentes, que nous remercions très vivement d'avoir accepté de nous livrer leur expérience. Donc, d'abord, Viviane Albinga, qui est juste là à droite de Nicole, donc qui est sociologue et qui a fait sa thèse sur lecteur, lecture et trajectoire de genre, qui a reçu le prix de la ville de Paris des études de genre en 2010 et qui sera publié très prochainement aux presses universitaires de Rennes. Viviane Albinga est actuellement post-doctorante en sciences politiques sur un projet concernant les violences de genre entre élèves du secondaire, un postdoc effectué au sein de l'École normale supérieure à Lyon. Et elle enquête par ailleurs dans une équipe dirigée par Catherine Marie, dont on a pas mal parlé à la précédente journée, une enquête, donc elle participe à une enquête sur les pratiques musicales amateurs des adultes du point de vue du genre. Ensuite, nous avons Nathalie Ernoux, qui est à mes côtés, qui est docteur en histoire et qui est attachée de conservation au service des collections modernes du Musée national d'art moderne Centre Georges Pompidou depuis 1998. Ça, c'est mon biais dyslexique d'historienne, qui enseigne à Paris 7 et qui a participé très activement à l'exposition dont j'imagine vous vous souvenez toutes et tous sur Centre Pompidou. Elle a publié plusieurs articles, notamment sur ses premières spécialités qui sont l'histoire antique, mais aussi sur cette expérience artistique autour des femmes artistes, notamment plusieurs articles autour de cette expérience du Centre Pompidou, publiés dans la revue Diogène, ou sur un site qui s'appelle ICOM, dont elle pourra vous reparler, où vous avez eu un numéro spécial sur le genre.
Parmi les publications sur l'Antiquité, elle a notamment co-dirigé avec Violaine Sébillotte Problèmes de genre en Grèce ancienne en 2007. Alors maintenant, tout à fait à ma droite, Raïs Jasser, que nous avons invitée parce qu'elle est présidente du Festival international de films de femmes de Créteil, qui est un festival pionnier qui existe depuis les années 79, voilà. Voilà, mais nous aurions pu l'inviter pour d'autres activités, puisque elle est doctoresse lettres et qu'elle a soutenu en 1991 une thèse sur les personnages de femmes dans le roman français entre les deux guerres. De cette thèse, elle a tiré un ouvrage sur la critique littéraire féministe qui va paraître prochainement, je crois. Et elle est auteure de très nombreux articles, elle a participé à de nombreuses conférences, en particulier sur la hiérarchie des genres dans le mythe de l'androgyne et dans l'œuvre de Colette, le pur et l'impur. Elle est membre fondatrice et participe au comité de rédaction de la revue Nouvelles questions féministes. Et en dehors de ses activités au festival de films de femmes international de femmes de Créteil, elle est compositrice de musique, pianiste. Elle a d'ailleurs édité 2 albums, et il y en a 2 autres en préparation, en cours de parution. Elle a donné de nombreux concerts en Europe, dans le monde arabe, puisqu'elle est d'origine syrienne, je crois qu'on peut le dire, et aux États-Unis, où elle interprète souvent ses propres œuvres. Voilà. Et je dois ajouter, c'est là, nous nous sommes rencontrés il y a fort longtemps, dans une association qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Dialogue de femmes dans les années 80, qui à mon avis est tout à fait une association qui correspond au sujet que nous traitons aujourd'hui, parce que c'était une association culturelle féministe qui essayait de diffuser la culture des femmes qui écrivaient ou de débattre autour d'œuvres de femmes sur les femmes. Donc c'était tout à fait intéressant et qui a duré 20 ans à peu près. Voilà. Alors, Pirine Rodriguez, tout à fait à ma gauche et à gauche de cette table, qui est responsable, directrice générale adjointe de l'Office municipal de la culture de Maisons-Alfort depuis les années 2003, je crois, mais qui est arrivée à ce poste après un cursus et un master sur la psychologie du travail qu'elle a effectué au CNAM, une licence de sciences de l'éducation et un travail dans de nombreuses associations où elle intervenait par rapport justement à l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et en particulier des jeunes. Et c'est à partir de ce travail dans ces associations que par un certain concours de circonstances, mais moi je me demande si le handicap et les femmes, ou il n'y a pas quelque chose, mais enfin bon, je laisserai de côté. En tout cas, elle a été appelée donc à la maison de la culture, on va dire, ou à l'office municipal de la culture de Maisons-Alfort, où elle mène tout un travail de réflexion par rapport justement au rapport femmes, hommes et surtout jeunes, filles, garçons, dans l'espace public, par rapport aussi aux problèmes que peuvent se poser les adultes par rapport à leurs interventions par rapport aux jeunes, et par son activité à l'Office municipal de la culture, elle a donc eu l'occasion d'organiser un colloque, en particulier 2 colloques, je crois, et surtout à partir de ces colloques sur les rapports égalité filles-garçons et l'intervention dans l'espace public des uns et des autres, elle a été amenée à intervenir, à créer des groupes de travail qui interviennent
dans différents domaines et qui travaillent sur les rapports jeunes, genre, et en particulier qui interviennent dans les établissements scolaires. Et puis récemment, en 2012, elle a donc fondé une association qui me semble très intéressante, et pour une fois on fait un peu d'international ici, on ne peut pas toujours le faire, c'est-à-dire qu'on peut dire que cette association qui s'appelle l'Association pour le lien interculturel pour l'éducation des filles, établit un lien avec des associations pour l'instant entre Brésil et Bali, et cette association, elle essaye de comparer comment l'éducation des filles peut amener à leur, à plus d'égalité, à leur émancipation dans des contextes extrêmement différents. Alors, je pense que nous allons reprendre donc le même schéma que la première table ronde, c'est-à-dire poser 3 questions à chacune de nos intervenantes. Ces questions, comme Florence l'a déjà dit, sont un petit peu dans le même sens que celle de la précédente table ronde, mais avec quand même quelques axes un petit peu particuliers. Alors, la première question, pouvez-vous nous parler d'une expérience particulièrement propice à l'appropriation par le public des armes de lutte contre le sexisme? Cette première question, je vais la poser à Raïs Jasser en pensant bien que le Festival international de films de femmes de Créteil a été pionnier, je crois, dans les années 79-80 pour, disons, mettre en valeur. Alors il a commencé, mais tu vas le raconter, non pas à Créteil, mais à Sceaux, etc. Et c'était une expérience. Et il y en a eu beaucoup d'autres que la première. Merci Nicole. Donc, il est sûr que le Festival international de films de femmes de Créteil est un des lieux les plus propices à l'appropriation par le public des armes contre le sexisme. Je ne le dirai jamais assez, lorsque Jackie Buet eut l'heureuse idée de créer le festival avec Elisabeth Treillard, nous étions dans les années 70 et nous vivions à la fois des temps difficiles et euphoriques. Chercheuses en histoire, en littérature et dans les domaines des arts, nous avions toutes à la bouche un terme que nous répétions presque d'une manière obsessionnelle, exhumer. Exhumer des femmes historiques, exhumer des romancières, des poétesses, des sculptrices, des femmes peintres, des musiciennes, des réalisatrices. Nous étions effarés par le silence et l'invisibilité qui avait frappé nos aînés aussi bien que les œuvres créées par elles. Jackie Buet a donc, dès les premières années, rendu hommage aux pionnières, Alice Guy, Germaine Dulac, mais aussi Ida Lupino. Et c'est là l'importance, l'autre idée géniale que je trouve de Jackie Buet, elle n'est pas là maintenant, je peux dire tout le bien que je pense d'elle. L'autre, c'est aussi son hommage donc à Ida Lupino, c'est l'idée de faire du festival un festival international. Parce que c'était des temps où nous croyons justement, le public du festival on croyait que c'était beaucoup plus pertinent lorsque l'on s'inscrivait dans une logique universelle. Et donc le mouvement des femmes, dans les années 60, en tout cas mes souvenirs sont ainsi, dans toutes nos recherches, on s'inscrivait toujours dans une logique universelle. Et par conséquent, on ne pouvait pas imaginer que nous faisions des choses ici en France pour les réalisatrices françaises et que nous sommes totalement indifférentes à ce que font les Européennes, les Américaines, les femmes dans le monde arabe, les femmes en Afrique, les réalisatrices africaines, les réalisatrices de l'Asie. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement important et je pense que c'était une intuition très forte de Jackie qui a été absolument accueillie, très très bien accueillie par le public du festival. Et donc le public du festival était ravi de découvrir des pionnières nationales et internationales et de s'y référer. La conscience d'avoir ignoré leur existence pendant si longtemps le rendait plus attentif et plus vigilant lorsqu'il s'agissait de talents plus récents, mais aussi totalement inconnus. Donc cette dimension internationale du festival, je tiens aussi
vraiment à la préciser. Non seulement le festival a visité et accueilli des 5 continents, mais il n'y avait pas une année qui se passait, en dehors de la compétition qui est toujours internationale, il n'y a pas une année où il n'y a pas eu un focus, c'est-à-dire un thème qui concernait un lieu géographique, c'est-à-dire les femmes africaines, les réalisatrices africaines, les réalisatrices du Maghreb, les réalisatrices de l'Europe du Nord, les réalisatrices de l'Europe du Sud. Donc toujours, on avait un regard, bien sûr, sur la France, et un regard sur l'Europe, et un regard sur les autres. Donc ça, je pense que, justement, le public du festival a vraiment s'est approprié cette démarche et nous a toujours soutenus dans ce sens-là. Merci. Alors maintenant, je m'adresse à Pyrine Rodriguez. Donc, peux-tu nous parler d'une expérience qui, dans ton domaine, a été particulièrement propice à l'appropriation par le public de ces armes contre le sexisme? Merci. Donc oui, moi j'interviens dans une association donc, qui est financée par des pouvoirs publics, en premier lieu la municipalité sur laquelle je travaille, mais le conseil régional, le conseil général du Val-de-Marne, et puis nous avons des quartiers en politique de la ville, donc des financements également dans ce cadre-là. L'expérience que je vais vous relater s'inscrit dans le cadre d'une action qui, à l'époque, a bénéficié de financement pour les discriminations, les luttes contre les discriminations. Et donc, c'est par ce biais que nous avons eu des financements pour mener à bien une action qui nous a permis de permettre à des publics, à des habitants, une appropriation de ces questions-là. L'échelon sur lequel je me situe est municipal. Et vraiment, j'insiste là-dessus, c'est la commune, l'ensemble des acteurs de la commune, puisque nous gérons plusieurs maisons de quartier, donc il y a des centres sociaux dont j'ai entendu parler tout à l'heure, d'autres types de maisons de quartier qui existent sur cette commune, et donc c'est bien à l'échelon communal que s'inscrit mon action, et c'est particulièrement important, et j'insisterai là-dessus. L'idée était de travailler avec le public jeune. Donc quand je dis jeune, c'est la fameuse jeunesse qui a déjà pas mal de stéréotypes, ceux qui nous fréquentent sont pour le coup un petit peu déscolarisés, ne savent plus trop vers qui se tourner pour trouver des voies socio-professionnelles ou en tout cas une activité qui les attire. Ce sont des jeunes qui utilisent tous les équipements socio-éducatifs à leur disposition et pas mal les dispositifs gratuits mis à leur disposition par les communes ou le département. Et donc nous voulions, parce que nous avons l'habitude d'intervenir dans les établissements scolaires, nous avions identifié pas mal de propos très sexistes de la part de la population collégienne et lycéenne seconde en particulier. Et donc nous nous sommes dit que nous allions exploiter cette thématique sur des ateliers hors temps scolaire. Donc dans les maisons de quartier, nous avons monté un projet donc culturel qui mêlait à la fois du théâtre d'improvisation, du théâtre forum, donc qui permettait d'écrire les textes sur le thème du sexisme avec les jeunes. Et du coup, tout ça devait être finalisé par une belle vidéo. Donc, nous étions sur un public de 14-20 ans, mixte. Nous avions effectivement essayé de faire attention à cela pour avoir du coup des échanges porteurs. Donc nous étions porteurs de l'action, nous avions nos référents quotidiens qui côtoient les jeunes tout au long de l'année. Donc l'idée partait du terrain, donc de ces animateurs. Et puis, nous avons fait appel, du coup, à des intervenants artistes. Un intervenant théâtre, atelier d'écriture, théâtre d'impro, etc., un vidéaste, etc. Nous avions, du coup, sensibilisé à la thème du sexisme. Pareil, on s'en rappelle à un professionnel. Et puis, voilà, l'action dure 2 mois, la vidéo est finalisée, et puis nous recevons un produit. Et puis, nous regardons en équipe ce produit. Et puis là, grande déception pour nous, puisqu'on s'aperçoit que
le travail artistique est superbe, mais alors pour le coup, nous sommes une association généraliste. Ces questions ne sont pas notre quotidien. Et nous nous apercevons qu'entre 2 séances avec l'artiste, les artistes, le travail fait au quotidien par les animateurs n'avait pas été... Alors vraiment, mon propos n'est pas de dire du mal de mon équipe, parce que pour le coup, ça a été une grande leçon pour nous, mais ils n'étaient pas assez aguerris à la question du sexisme pour pouvoir, entre 2 séances artistiques, du coup, continuer à être porteur de messages et avoir des réponses adéquates. Et du coup, on s'est retrouvé avec un produit fini qui était censé être antisexiste et s'avérait être plein de stéréotypes. Alors là, autant vous dire que voilà, ça a été une expérience très douloureuse quand même. Expliquer au public pourquoi on va reprendre ce travail. C'est déjà pas simple. Donc là, il s'agit de jeunes de quartier, donc c'est vraiment pas simple. L'équipe, lui, l'amener à aussi se positionner sur, effectivement, peut-être que on n'a pas vu des choses, et c'est pas si simple que ça, de ne pas voir des choses, de ne pas voir qu'effectivement, on pensait avoir fait quelque chose d'antisexiste et qu'en fait, il y a plein de stéréotypes dedans. Donc ça a été une remise en question très importante qui nous a amené, et j'en viens à l'appropriation. Donc là, clairement, on a eu des débats avec les jeunes, on a repris les choses, on est reparti à zéro, et notre préalable a été de mettre en chantier. Du coup, là, ça a été plus difficile pour des financements. On les a obtenus, mais pour le coup, la démarche était plus difficile, a été vraiment d'avoir une action en direction des professionnels. Alors du coup, on a été un petit peu plus large que mes professionnels dans mon association. On s'est dit, mais finalement, c'est ce ressenti et voilà, ce vécu, parce qu'on est dans des structures généralistes, c'est pas notre sujet quotidien. Ça veut dire que le gardien d'immeuble qui côtoie ces jeunes toute la journée, il peut aussi vouloir bien faire et ne pas pouvoir, et en fait faire des erreurs, ne pas s'adresser de la même manière à une jeune femme et à un jeune homme. Ça veut dire que les enseignants, c'est possible. Donc on est reparti d'un travail de colloque où nous avons où du coup il y a eu forcément une dimension politique. Nous avons demandé des locaux, nous avons demandé à pouvoir travailler avec l'ensemble des partenaires en lien en contact avec la jeunesse sur la commune. Et à partir de ce colloque, qui a déjà été un pas important, puisque ce colloque a eu du succès, nous avons mis en place des groupes de travail avec ceux qui le voulaient pour pouvoir travailler ces questions-là tout au long de l'année. Voilà. Donc, cette question de l'appropriation des publics a été finalement, par défaut, extrêmement pertinente pour nous, parce que c'était une vidéo qui ne pouvait pas être diffusée. Du coup, nous avons dû travailler encore davantage avec les jeunes et retravailler la question. La suite après. Bon, merci beaucoup. De toute façon, on va y revenir tout de suite. Donc, la même question posée cette fois-ci à Nathalie Ernoux. Donc, pouvez-vous nous parler d'une expérience particulièrement propice à l'appropriation par le public des armes contre le sexisme? Donc, pareil, 5 minutes. Alors moi j'interviens dans le secteur des musées, dans un grand musée, puisque c'est le musée national d'art moderne Centre Pompidou. Et je ne sais pas si vous vous promenez souvent dans les musées, mais c'est un lieu qui est particulièrement sexiste et particulièrement non mixte, non pas au niveau du public, qui est même à majorité féminin, mais au niveau du sexe des artistes représentés dans les musées. On ne s'en rend pas compte, mais quand on va à Orsay ou au Louvre, on a grosso modo entre 2-3% et 5% de femmes artistes. Mais l'art étant universel et international, c'est quelque chose qui n'est absolument pas relevé dans la démarche, dans l'histoire de l'art. Et on a pu même en 1950 écrire une histoire de l'art où il n'y avait pas une seule femme artiste citée. Alors ça ne veut pas dire que les femmes artistes n'existent pas, il y en a même beaucoup, elles sont nombreuses, elles ont été de tout temps, de toutes les périodes, même au 18-19e siècle. Elles ont été beaucoup dans les salons,
Mais on en a beaucoup parlé au début du XXe siècle. Elles étaient, la presse en parlait beaucoup, mais elles sont aussitôt oubliées. Donc la question, là, c'est pas tant d'amener une profession à se féminiser, mais d'amener à rendre des femmes artistes visibles, et donc d'exposer le travail des femmes artistes. Alors c'est ce que nous avons été tentés de faire en 2006, oui c'est 2006, au Centre Pompidou, avec l'accrochage L à Centre Pompidou, où, suite à quelques expositions internationales sur l'art féministe, comme WAC aux États-Unis ou Kiss Kiss Bang Bang en Espagne, les expositions de femmes apparaissaient un petit peu sur la scène internationale. Au Centre Pompidou, ils ont refusé de faire une exposition sur l'art féministe, mais ils ont la présidence du centre, la comité de programmation, a accepté de faire un accrochage des collections. Alors, on renouvelle. Il y a 2 étages au Centre Pompidou sur l'accrochage des collections. Il y a la période contemporaine qui est au 4e étage, la période moderne qui est au 5e étage. Et on renouvelle les accrochages à peu près tous les 18 mois. Et on fait des accrochages thématiques à peu près tous les 5 ans. Et donc de consacrer un étage du Centre Pompidou entièrement aux femmes, où il n'y aurait que des artistes femmes. Alors, pari un petit peu risqué, dans la mesure où on pensait que les artistes hommes, c'est l'étage du contemporain, donc c'est des artistes entre 1970 et 2006 à l'époque. Quand c'est des artistes morts, c'est un peu plus facile parce qu'ils ne sont pas là pour râler, mais quand c'est des artistes contemporains, on avait un petit peu peur de la réaction des artistes hommes. Il y en a eu, mais finalement, pas tant que ça. Ça a finalement été assez accepté. L'idée était de rendre compte de la multiplicité des approches artistiques, donc de celles des femmes, de leurs approches artistiques, aussi bien d'un art féministe, mais d'un art qui ne peut ne pas l'être. Il y avait des artistes abstraits conceptuels, et là on ne peut pas reconnaître le travail d'un artiste homme et d'un artiste femme, et de remettre en cause les critères d'évaluation qui ont conduit les femmes à être oubliées. Alors, je ne sais pas si vous avez vu l'exposition, mais elle était thématique. On avait délimité plusieurs thèmes d'exposition, de petites expositions. On avait aussi un site internet qui retraçait parallèlement à l'histoire de l'art au féminin, des femmes, une histoire sociale des femmes. C'était un site qui était en partenariat avec l'INA. Et donc, on a pu, dans ce site, mettre beaucoup de vidéos, justement, sur toute l'histoire sociale des femmes, et notamment depuis les années 70. On a fait une petite incursion aussi dans l'histoire, ce qu'on appelle moderne, c'est-à-dire 1905-1960, où au 5e étage, à cet étage qui est consacré à l'histoire moderne, il y avait des salles consacrées uniquement aux femmes, avec une petite signalisation qui indiquait qu'on était toujours dans le cadre de l'accrochage L à Centre Pompidou. Et donc, il y a eu aussi beaucoup de portraits par le biais du site de portraits d'artistes, et les artistes, je dois dire, femmes se sont relativement investies dans l'accrochage. Et je ne sais pas, la chose, moi, qui m'a beaucoup marqué le soir du vernissage, j'assiste à par ma profession, à énormément de vernissages, mais le soir du vernissage, il y avait une espèce de plaisir des artistes et des gens à être là et à regarder l'exposition que je n'avais jamais connue. Il y avait une espèce de sérénité, et c'est la première fois que je voyais ça au Centre Pompidou. Voilà, merci beaucoup. Donc,
On aura pareil l'occasion de revenir sur cette magnifique exposition. Donc maintenant, Viviane Albinga, alors là, c'est peut-être davantage une expérience autour d'une recherche que vous avez effectuée. Donc à partir de ces expériences que vous avez observées, analysées, y en a-t-il donc qui vous ont paru particulièrement propices à l'appropriation par le public d'une réflexion et des armes contre le sexisme? Alors je vais vous répondre à partir d'un terrain de thèse de sociologie que j'ai réalisé. Donc c'était sur des pratiques de lecture qui étaient en cercle de lecture, donc des sociabilités pour lire en groupe, que ce soit lire des textes, discuter de textes, échanger, et qui sont des pratiques majoritairement féminines, ce qui est rare pour des sociabilités hors du foyer. Donc c'est un des rares cas qui existent. Et c'était essentiellement des adultes. J'ai aussi travaillé sur un cercle d'adolescents, mais ça j'y reviendrai beaucoup plus tard. Et pour l'instant, je voudrais souligner le rôle joué par des identifications à des personnages féminins transgressifs, ainsi que par les appropriations des auteurs féministes. Donc dans ce travail auprès des cercles de lecture, j'ai participé à ces cercles pour faire des observations et j'ai aussi réalisé des entretiens avec les femmes et les hommes qui y participaient et je leur ai demandé quelles étaient les lectures qui les avaient marquées. Et j'ai toujours eu des récits de lecture qui mettaient en scène des personnages et premier résultat, c'est que les hommes ne mentionnent quasiment que des personnages masculins à l'exclusion d'un d'entre eux et des personnages... alors, pour le coup, c'est sur la lecture de livres et c'est des genres littéraires très différents. Donc, par exemple, quand je vous parle de personnages masculins, ça peut être aussi bien Gavroche que le personnage du livre dont vous êtes le héros, que Julien Sorel du Rouge et le Noir, etc. Alors que les femmes, pour leur part, insistaient beaucoup plus sur des histoires de personnages féminins. Et je me rendais compte que ces histoires de femmes dont elles parlaient, c'était des histoires qui correspondaient à leur propre vie, mais ce n'était pas forcément le reflet exact de leur propre vie, c'était aussi ce vers quoi elles tendaient, l'ouverture des possibles qu'elles auraient aimé trouver. Et en particulier, les personnages féminins qui sont marquants, ce n'est pas des personnages qui sont forcément toujours édifiants d'un point de vue soit de la féminité, soit du féminisme, mais ça peut être des personnages de grandes voyageuses, des personnages de femmes qui réussissent à briser des obstacles en termes de mobilité sociale, en termes de mobilité amoureuse. Donc on retrouve ce que Nathalie Heinick a montré sur les personnages féminins dans la littérature, à savoir que c'est des personnages qui cherchent à transgresser des mobilités physiques, amoureuses, identitaires. Et je prendrai un exemple d'une lectrice pour vous montrer à quel point ça peut être des appropriations contradictoires. Donc c'est une lectrice de 30 ans qui commence par me dire qu'elle s'identifie au personnage de célibatante de ce qu'on appelle la chick lit, la littérature pour nana anglo-saxonne, sur le modèle du journal de Bridget Jones. Elle me dit « J'ai 30 ans, je suis célibataire, avec cette description en 2 secondes, tu comprends pourquoi j'adore ça. Tu te retrouves dans des situations que tu as vécues, tu as l'impression d'être l'héroïne, tu personnifies complètement. » Et la même lectrice me dit qu'elle aime particulièrement Virginie Despentes parce que ce sont des histoires de vraies filles. Et j'insisterai beaucoup sur ce terme de vraies filles, c'est-à-dire que pour les lectrices, il s'agit bien de construire un genre qui reste un genre féminin, mais c'est des féminités qui ne sont pas forcément des féminités complètement stéréotypées ou dominantes ou hégémoniques. Et de ce fait, les personnages féminins sont réappropriés à droite à gauche. Encore une fois, ça traverse les genres littéraires. Ça peut être le personnage de la garçonne, par exemple. Et par ailleurs, il y a aussi une influence des auteurs féministes et ou homosexuels. Donc tout à l'heure, on a parlé de l'hétérosexisme, et ce qui me permet aussi de souligner le rôle joué par des personnages ou des auteurs homosexuels, par exemple comme Violette Leduc, et pas seulement pour des femmes qui sont elles-mêmes homosexuelles, mais pour des femmes qui sont célibataires ou qui se sont retrouvées en échec amoureux et qui disent finalement, moi aussi, je peux m'identifier à cette transgression du genre que peut représenter le fait d'être une femme qui n'est pas dans l'hétérosexualité normative. Et pour cette première question, je terminerai en soulignant que dans ce terrain d'enquête qui n'était pas du tout féministe dans les déclarations des enquêtés, j'ai retrouvé un certain nombre d'auteurs femmes. Je vous cite les noms: Virginia Woolf, Annie Ernaux, Simone de Beauvoir, Nancy Houston, Benoît de Groult,
Lucia Echevarria, Golarda Sapienza. Et donc on voit que c'est des auteurs qui, pour un certain nombre d'entre elles, se sont même déclarées féministes. Et en l'occurrence, les hommes ont pu aussi se réapproprier ces auteurs. Et l'un d'entre eux me dit au sujet de Nancy Houston, son journal de la création, elle arrive à parler de cet acte de création en montrant bien que pour les hommes, c'était bien un problème parce qu'ils se mettaient dans leur tour d'ivoire pour créer. Alors que pour les femmes, c'était un peu plus compliqué, comme on le sait. Et il rajoute, dans La Virevolte, c'est l'histoire d'une danseuse qui va quitter ses enfants pour vivre son art. Et donc on voit que on a ces auteurs, c'est à la fois leurs personnages de fiction, et c'est aussi elles-mêmes, par leur propre trajectoire, et aussi par le fait qu'elles sont créatrices, qui vont susciter éventuellement une conscience des inégalités de genre, voire de ces inégalités dans la création, pour les lectrices et aussi pour certains lecteurs. Voilà, merci beaucoup. Donc maintenant, la deuxième question qui va vous permettre de compléter en fait la première, mais peut-être en précisant davantage les réactions des publics que vous avez côtoyés ou que vous avez étudiés et des partenaires qui ont permis ces expériences. Comment ces expériences ont-elles pu se monter ou comment avez-vous pu les observer et grâce à quels outils avez-vous pu sensibiliser ces publics plus particulièrement? Donc peut-être nous allons commencer, par Nathalie Ernoult. Alors, le public des artistes masculins, j'en ai un petit peu parlé, il n'a pas été aussi virulent qu'on aurait pu le penser. Les hommes ont accepté d'être mis à l'écart pendant 1 an et demi. Bon, peut-être parce qu'ils sont un peu culpabilisés ou qu'ils savaient qu'ils allaient de toute façon retrouver leur place dominante après l'exposition. Ça, je ne sais pas. Les artistes femmes, évidemment, féministes ou pas féministes, certaines au départ étaient assez contre, critiquaient le principe de l'exposition parce que ne voulant pas être dans un ghetto de femmes artistes. Donc ça a été des résistances, mais de toute façon, avoir une œuvre accrochée dans un musée comme le Musée national du Centre Pompidou, c'est toujours valorisant, donc finalement on accepte. Il n'y a pas eu de réaction, en tout cas de refus, et ont été convaincus une fois que l'exposition a eu lieu, une fois que l'accrochage a eu lieu, et de la très bonne tenue de l'accrochage. Du côté du public, l'exposition a été très très bien reçue. Il y a eu environ 2,5 millions de visiteurs qui ont pu la voir sur la durée de l'exposition. Ça a été un peu plus de 18 mois. Et une augmentation de fréquentation du musée de 20%. Donc c'est une forte augmentation qui est due principalement au public féminin, mais je le rappelle, les visiteurs de musées sont à majorité des femmes. Les hommes visitent peu les musées. L'exposition a été aussi très très bien reçue par la presse. Alors la presse avec des critiques évidemment, mais dans l'ensemble, elle a été plutôt bien reçue. Et elle a été aussi, et c'était important pour nous, bien reçue par nos pairs, comme on dit, au niveau national et international, c'est-à-dire que par les autres conservateurs du musée et les musées internationaux du monde entier, aussi bien des États-Unis que d'Europe ou d'ailleurs. Et je ne sais pas, j'en reparlerai peut-être un peu plus tard, mais cette expérience a eu des conséquences énormes au niveau national et au niveau international, a fait des petits. C'est une expérience qui a fait école. Le MoMA, donc le musée d'art moderne de New York, pour ne pas le citer, à la suite de cette expérience, a non pas fait une exposition de ses propres collections, parce qu'on ne refait pas ce qu'a fait le voisin, mais a sorti un catalogue de ses collections d'artistes femmes. Et il y a une multitude d'expositions monographiques sur les femmes artistes pendant la durée d'exposition et même après, et une multitude d'expositions
de musées qui ont aussi pris le parti d'accrocher, de prendre dans leur collection les femmes artistes. Alors, c'est pas toujours facile parce que il faut avoir les œuvres. Hein. Comme je vous l'ai dit, les femmes artistes étant peu visibles, elles ont été quand même peu achetées. Et c'est difficile de faire un accrochage avec que des femmes artistes. On peut relativement le faire sur la période contemporaine. Orsay ne pourrait pas faire une exposition, un accrochage uniquement avec ces femmes artistes. Ils en ont quasiment pas. Alors nous, on avait quand même, heureusement, une bonne collection qui a pu se faire. Et ça, évidemment, j'en reparlerai peut-être un peu après, généré des acquisitions. Hein. Il y a eu, pendant cette période, et bon, je reparlerai après, il y a eu des acquisitions de notre musée de femmes artistes, beaucoup, enfin pas mal, et ça a impulsé les autres musées à avoir une réflexion sur leur répartition hommes-femmes chez les artistes et à renverser un petit peu la tendance et donc à ce qu'il y ait beaucoup plus d'artistes femmes, à ce qu'on fasse attention dans les acquisitions à bien voir si on acquérait ou si on exposait autant de femmes artistes que d'hommes. On n'arrive pas évidemment à la parité, hein, on en est très loin, mais on voit qu'il y a eu une espèce de mouvement vers les femmes artistes qui, dans les musées et principalement, et un petit peu dans les galeries, mais beaucoup moins. Et c'est là où, si on parlait d'échecs dans la séance précédente, où on peut dire que le plafond de verre s'arrête, c'est qu'au niveau du marché de l'art, la situation a très très peu bougé et que c'est encore un marché de l'art extrêmement masculin. Hein, et dans les galeries, certaines artistes qui cherchent à avoir une galerie, on leur dit non, j'ai assez de femmes, je ne peux pas prendre encore une femme. Donc c'est là où il y a des résistances, où les résistances sont encore les plus fortes. Mais je pense que les résistances, et c'est vrai pour le cinéma certainement, sont très fortes envers les femmes dès qu'il s'agit d'argent. Hein, on ne confie pas, on ne parie pas sur une femme dès qu'il s'agit d'argent, ce qui est le cas pour le marché de l'art. Bon, merci beaucoup. Alors là, c'est moins, on n'a pas forcément la réaction absolument du public, mais le fait que le public soit venu en nombre provoque des réactions, en tout cas de l'offre, élargit l'offre, même si on capte pas forcément uniquement la façon dont le public réagit, mais le fait qu'il y ait du succès et une véritable demande provoque une offre plus importante. Alors la même question maintenant à Viviane Alminga sur la façon dont on réagit les publics et les partenaires avec lesquels ces expériences ont pu être menées et les outils qui ont été les plus efficaces pour sensibiliser ces publics. Ce dont je vous ai parlé sur les appropriations de personnages transgressifs, ça, c'est des choses qui m'ont été plutôt confiées en entretien. Et donc, comme je l'avais précisé, j'ai fait des observations dans les échanges qui avaient lieu dans les cercles de lecture. Et là, il s'avère que c'est un peu plus compliqué entre lecteurs et lectrices, entre, par exemple, la bibliothécaire qui anime l'un de ces cercles de lecture, et aussi avec l'enquêtrice, qui était donc perçue comme une femme, voire féministe. Donc, ce que je soulignerai tout d'abord, c'est que comme c'est des cercles de lecture qui sont majoritairement féminins, certaines lectrices perçoivent cette féminisation de leur groupe comme dévalorisante, et elles pensent que c'est parce qu'elles lisent trop d'auteurs femmes et qu'elles découragent les hommes de venir. Et en particulier, j'ai une lectrice qui lit beaucoup et de tous styles différents, qui me parlait du fait que Annie Ernaux avait beaucoup compté pour elle et qui me dit, en même temps, dans le cercle de lecture, on a fait une séance sur Annie Ernaux, on a parlé de son livre sur l'avortement et j'ai l'impression que ça pouvait décourager les hommes de venir et qu'il y a un monsieur qui n'est plus venu depuis. Bon, et on peut aussi souligner qu'Annie Ernaux est justement une auteure qui quand même participe à montrer le caractère construit de l'identité sexuée. Et pour le coup, elle était rabattue sur c'est une auteure femme
pour des femmes. Donc il y a une confusion entre le sexe féminin de l'auteur, le fait qu'elle mette en question les rapports de genre dans son œuvre, et l'impossibilité pour les hommes de poursuivre une sociabilité dans ces cercles de lecture. Et notamment le monsieur en question, qui n'est plus revenu, qui est un retraité amateur de romans policiers, il est revenu au cercle de lecture parce qu'il savait que je voulais faire un entretien avec lui. Et je l'ai un peu questionné après une séance où, comme il était présent, toutes les dames se sont empressées de lui parler de romans policiers parce qu'il aime ça. Et alors je lui dis bon, c'était comment ce retour? Et il me dit vous comprenez, pour moi c'est des dames avec des lectures de dames. Et je lui dis comment ça? Vous voyez bien, elles lisent que des auteurs femmes. Alors je lui cite exemple à l'appui, non, il y a tel auteur de roman policier. Oui, mais vous trouvez pas que c'est un peu gentil? Et il y avait un roman avec une décapitation dans ce dont elles avaient parlé. Donc on voit que pour lui c'était vraiment et c'était pas possible de passer outre cette surprésence féminine. Et j'ai compté pour ce cercle de lecture qui garde des archives des ouvrages présentés à chacune de ces séances depuis plusieurs années, il y a 28% d'auteurs femmes parmi l'ensemble des auteurs présentés. Et la bibliothécaire, qui est une ancienne féministe, pense qu'elle ne parle que de femmes. Et moi, en tant que participante, donc je devais dire ce dont je parlais de mes lectures. Et régulièrement, je me disais, il faut que je fasse attention à ne pas citer trop d'auteurs femmes parce que ça va m'étiqueter comme féministe. Et un jour, je dis, là, j'ai lu le dernier Fred Vargas, et la bibliothécaire me dit, encore une femme. Et là, c'était quand même, ça devenait vraiment difficile des fois de... En tout cas, ça servait aussi pour l'enquête, dans le sens où ça m'a permis d'observer certaines réactions. Et ce qui est très intéressant, c'est que par contre, les hommes, eux, parlent du féminisme. Donc ils arrivent, il y a un homme qui n'était quasiment jamais venu, qui est venu présenter un livre de Marcella Yacoub, et j'ai remarqué que plusieurs hommes, donc il se dit féministe, je veux dire, voilà. Mais en tout cas, le féminisme était un objet de débat lors de ce groupe-là. Et j'ai remarqué que pour les hommes, c'était beaucoup plus facile de mettre en débat la question du féminisme, alors que du côté des femmes, il y a fréquemment, on va toujours éviter d'être catalogué comme tel. Et la seule fois où il y a une possibilité d'en parler, c'est à travers une présentation de Virginia Woolf. Donc on revient quand même à du très très légitime. Au travers de la présentation de Vers le phare, pour dire que le personnage masculin, Mr. Ramsay, incarne le modèle patriarcal de la société anglaise. Voilà. Et du coup, la lectrice a pu dire ça, employer le terme de patriarcal du féminisme de Virginia Woolf. Mais en attendant, disons que les lectrices parfois arrivent à ruser par la légitimité littéraire des auteurs qu'elles utilisent. Mais jamais le terme féministe ne peut être utilisé parce que ce serait stigmatisant associé à elles. Alors que les hommes peuvent mettre en débat cette question du féminisme sans que ça pose problème. Merci, c'est vraiment très intéressant. Alors, je demande maintenant à Pirine de nous dire comment on réagit, les publics et les partenaires, et quels outils, puisque tu dis avoir constitué des outils pour sensibiliser le public en particulier. Donc après la première stupeur, du coup, nous sommes revenus vers les publics, à la fois participants et spectateurs, puisque quand on travaille sur des associations de quartier, le quartier, les habitants sont spectateurs de tout ce qui se passe, notamment en matière artistique, puisque tous les publics dans les quartiers ne participent pas souvent à des actions artistiques. Ils peuvent voir des choses, mais ils ne sont pas forcément dans une pratique amateur régulière. Donc là, l'idée, c'était évidemment, non, ce qu'on a fait, c'est pas forcément ce qu'on voulait. On y dit des choses pas très, qui questionnent. On vous propose de refaire. Et pour refaire, on va repartir de ce que vous avez fait. Donc là, du coup, on est reparti. Donc autant vous dire que ça s'est bien passé, que ça a été repris en les questionnant en fait, en questionnant, voilà, cette scène on la reprend, donc c'est du théâtre forum, de la vidéo forum, on est reparti de ce qui avait été filmé, en les questionnant sur les contenus, et du coup l'appropriation, alors là ça a été superbe, on en a entendu parler pendant 6 mois dans le quartier, puisque du coup d'une action qui n'avait pas donné satisfaction, on pouvait quand même en faire quelque chose, et on repartait pour recréer quelque chose. Voilà, donc
ces actions-là, sur les quartiers, très honnêtement, si on est sur des équipes qui sont stables, qui sont un peu pérennes, les publics qui viennent dans ces équipements de quartier, ils suivent, ils sont présents, ils peuvent nous suivre sur différentes actions. Après, c'est effectivement comment, sur la durée, ça se passe, mais le public est au rendez-vous dans bien des quartiers, notamment quand il y a des enjeux artistiques, parce que beaucoup de ces personnes, encore une fois, ne sont pas dans des enjeux de pratiques artistiques régulières, donc, mais ils en sont demandeurs quand même si à partir du moment où on est sur des projets de plus ou moins courte durée, sur un trimestre, sur un mois, etc. Donc petit à petit, ils répondent à une pratique artistique qui va devenir de plus en plus régulière. Donc c'est assez passionnant. Et évidemment, qui dit travailler avec la jeunesse, ça veut dire qu'ils en parlent aussi à la maison, même entre eux, même au téléphone. Mais du coup, la famille questionne dans les maisons de quartier qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous refaites le projet qui était censé être terminé, etc., etc. Donc il y a eu une émulation autour de ça. Et du coup, la question du sexisme et pourquoi on avait repris, c'était pas artistiquement, c'était au niveau du contenu, a été extrêmement porteuse. Les partenaires, pour le coup, c'est nous que ça a questionné en disant mais on est des associations généralistes, on veut se saisir de différents sujets, on fait pourtant appel à des intervenants artistes spécialisés, etc. Et pourtant, on voit bien ces artistes, ils viennent de manière ponctuelle. Si on n'est pas nous aguerris et si nous n'avons pas clarifié nos propres représentations, on risque quand même de pêcher un petit peu. Du coup, on s'est engagé sur un travail avec les partenaires. Donc là, pour le coup, ça a dépassé l'échelon de ce petit projet où effectivement, on a on a sollicité la mairie pour savoir si elle pouvait nous mettre des espaces pouvant accueillir les acteurs de la commune en direction des jeunes, qui travaillent en direction des jeunes, s'ils pouvaient nous accueillir, pour lancer du coup quelque chose, voire pour moi l'objectif c'était évidemment d'identifier si une invitation sur une journée sur la question du genre, puisque du coup c'était pas que le sexisme, on l'avait élargi au genre, voilà, sur sans invitation, combien j'allais avoir de répondants, qui allait détacher son gardien d'immeuble qui est très en prise avec les jeunes, qui allait détacher le gardien d'immeuble, est-ce que les bailleurs sociaux allaient jouer le jeu, etc. etc. À l'arrivée, ça a été un grand succès puisqu'on a eu 60 personnes, tout horizon confondu. Et effectivement, de ces 60 personnes, nous avons souhaité lancer une dynamique, puisque, encore une fois, bien sûr qu'on peut avoir des actions temporaires, bien sûr qu'on peut organiser des réunions une fois par an. Il y a un moment, ces questions qui font appel à nos représentations, qui demandent qu'il y ait une autocritique, qu'il y ait vraiment un travail sur ses propres ressentis, nécessite des rencontres régulières, nécessite qu'on soit re-questionné, qu'on soit un petit peu rebousculé régulièrement en tant que professionnel, parce que du coup on a vraiment besoin d'avoir d'être acéré, d'être un petit peu réactif face à toute cette jeunesse qui vient dans les maisons de quartier, qui est dans les établissements scolaires, etc. Donc ce projet du coup est toujours en cours avec des rencontres régulières de ces acteurs sous forme effectivement de groupes de travail, pour pouvoir du coup faire en sorte que ces partenaires sur l'échelon communal, puisque l'idée c'est bien d'avoir un impact sur de la jeunesse et du coup aussi sur les petits frères et les familles, etc., que tout ça du coup puisse à un échelon communal qui me semble vraiment un échelon pertinent, du coup avoir un impact. Donc du coup la réception au niveau des partenaires a aussi été très positive, encore une fois après la stupeur et les tremblements. Voilà. Merci beaucoup, c'est extrêmement intéressant et là on est dans le vif du sujet, je crois. Alors maintenant je vais demander à Raïs de reprendre cette question, donc d'y répondre. Comment on réagit donc les publics et les partenaires, et quels outils vous ont permis de les sensibiliser donc à cette question de la lutte contre le sexisme? Je vais commencer par une petite anecdote qui n'en est pas une. En 2008, le festival organise une controverse avec Agnès Varda. Donc le public a répondu à l'appel. La salle de 1000 personnes était presque pleine. Donc pourquoi? Parce que Agnès Varda confie à Jackie Buet que le festival ne devrait plus vraiment continuer sous sa forme actuelle, c'est-à-dire ne sélectionner et ne promouvoir que des films de femmes. Or, Agnès Varda ressemble à pas mal de personnes célèbres qui, lorsqu'elles arrivent au sommet, oublient les difficultés par lesquelles qu'elles ont traversées, quoi.
Mais si Agnès Varda se reposait sans cesse la question de savoir si le Festival international de films de femmes continuerait d'avoir un rôle ou un impact présent ou futur, le public était au rendez-vous. Et c'est ça c'est pour ça que je raconte cette anecdote. Parce que c'était ce soir-là, ils ne l'ont pas exprimé parce qu'ils aiment tous Agnès Varda, qui est normal, mais ils l'ont exprimé sans arrêt après, surtout après. Ils sont tous venus nous voir Jackie, voir l'équipe du festival, et dire que le festival est absolument indispensable, que cet espace de dialogue et de rencontre, ce lieu où ils découvrent sans cesse de nouveaux films et de nouvelles réalisatrices. Il a de même exprimé le plaisir de voir et de revoir des films de réalisatrices consacrées dans leur art, mais presque jamais diffusés ailleurs. D'ailleurs, je peux vous donner des petits exemples, quelque chose que je n'ai jamais arrêté de dire, par exemple. On n'arrête pas de faire des rétrospectives de Pasolini, de Fellini, de Herzog, et j'arrête pas de dire que nous avons d'aussi grandes qui méritent des rétrospectives. Alors, ils en ont fait une fois de Elma Sander-Brahms avec 2 films seulement dans des cinémas d'art et d'essai, et Liliana Cavani aussi, 2 ou 3 films, alors que celles-là, en principe, elles sont vraiment confirmées. Mais après, maintenant, on ne voit plus des films d'Elma Sanders, ni de Margaret von Trotta, qui a vu récemment Rosa Luxembourg, je sais pas, enfin, bon. En tout cas, donc tout ça fait que le public du festival tient au festival. Et c'est ça qui fait que nous avons pu durer. Et c'est comme ça que c'est à partir de ça que Jackie et son équipe ont eu la force de se battre. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, il y a les outils et les initiatives du festival sont encore très, très, très nombreux. Je vais essayer d'en citer seulement quelques-uns. Toute l'année, et pas seulement durant les 10 jours du festival, la FIF s'emploie à entretenir ses liens avec ses publics d'une part et les professionnels du cinéma de l'autre. Il a déjà établi des partenariats avec d'autres festivals en France et en Europe. Il a organisé des tournées de certains films et de certains programmes à l'étranger, Montréal, Bruxelles, Taïwan, en France, Lyon, Lille, Clermont-Ferrand, Bordeaux. Voilà, je vous cite en Europe, en Ukraine, à Kiev, dans le monde arabe, à Bahreïn et en Palestine. Animé des débats et des conférences de ces mêmes pays. Il a soutenu d'autres festivals en Italie, à Salé au Maroc, afin de marquer sa solidarité avec les femmes réalisatrices des pays en difficulté et de les aider à monter leur propre festival sur place. Maintenant, ce qui est le plus important, selon moi, c'est nos archives. Les leçons de cinéma, 350 réalisatrices interviewées. Répertoire contre l'oubli, constitution de matrimoine, florilège de films de femmes. Et le plus important, c'est la numérisation de nos archives par l'INA. C'est un outil de mémoire et d'histoire. Donc, plus de 300 leçons de cinéma, 600 films primés, 6000 films sélectionnés depuis 1982 sont désormais numérisés et disponibles pour la consultation à l'INATEC dans les locaux de la BNF. Voilà, donc je pense que c'est extrêmement important de le savoir. La thématique des sections du festival, j'en donne seulement quelques exemples. Le thème asile-exil, la prostitution, les bonnes, les nouvelles formes du féminisme. Le festival intervient pendant l'année auprès de jeunes publics au collège et lycée. Et maintenant, je pense qu'ils ont commencé, Delphine est là, elle peut me corriger, par rapport aux universités aussi, je pense. Hein? C'est ça. Oui, voilà, merci. Donc après, le festival s'est prêté à une audition par le Sénat en mai 2013 pour apporter sa contribution à l'analyse des disparités et des représentations des femmes dans la culture et donc sur l'inégalité homme-femme. Le festival organise des formations
où il transmet son expérience à d'autres équipes à l'étranger pour la création d'autres festivals de films de femmes, comme à Séoul, à Taïwan et à Brasilia. Depuis plusieurs années, le festival a constitué un réseau international de festivals de films de femmes et est en train de préparer un colloque international. Ce réseau, en mars 2000, ce colloque va avoir lieu, j'espère, en mars 2014, Women International Film Festival Network. Le festival organise aussi des soirées solidarité avec la Syrie, avec le Cambodge, toujours avec des films à l'appui, des documentaires et des... Les partenaires du festival sont à la fois institutionnels, professionnels, culturels et militants. Il a collaboré avec le Centre Simone de Beauvoir, l'Association 40 ans du féminisme, la Clé, l'Association France-Vietnam, l'UNESCO, etc. Donc le festival a marqué sa solidarité avec la Ligue des droits de l'homme, l'ACT UP, Femmes contre le sida et Écoles sans frontières. Enfin, le festival a toujours tenu à rendre hommage à des femmes importantes dont l'engagement politique et historique a été très marquant. Par exemple, il y a eu l'anniversaire du procès de Bobigny avec, en présence de Gisèle Halimi avec film à l'appui, la place des femmes dans la guerre et la résistance algérienne, Jamila Boupacha avec un film à l'appui, hommage aux femmes de la résistance, Lucie Aubrac, et en 2014, le thème qui sera un peu central, c'est les femmes et sport, et je pense à notre collègue qui venait d'intervenir tout à l'heure de la table ronde d'avant. Voilà, c'est quelques outils. Merci beaucoup, et on peut être frappé par l'aspect international, l'importance de l'international dans cette culture féministe ou de l'égalité, l'importance de cette dimension dans ce qui est transmis et dans ce que le public, on espère, aura pu retenir. Donc une troisième et dernière question, donc d'abord à Viviane Albinga. Quels seraient vos souhaits ou vos recommandations ou vos rêves, comme disait Nicolas Barr tout à l'heure, pour mobiliser ou renouveler un public qui pourrait recevoir ces propositions? Et puis, éventuellement, si vous y avez réfléchi, quelle sensibilisation vous paraîtrait possible à la notion de genre par rapport à cette culture? On a beaucoup insisté sur l'aspect femme. Est-ce que cette notion de genre, vous l'avez rencontrée ou pas dans l'enquête? Pour ce qui est des recommandations, c'est pas ce à quoi j'avais réfléchi au moment de mes analyses, mais ce qui me vient, puisque vous me posez la question, ce serait tout d'abord que les personnels des métiers du livre et les lectrices et lecteurs sortent de la dévalorisation de ce qui est considéré comme féminin. Donc le fait qu'il y ait des pratiques majoritairement féminines ou qu'il y ait des lectures considérées comme féminines. Et d'ailleurs, certains ou certaines le font d'ailleurs bien. Je pense à un cercle de lecture que j'ai étudié de manière plus superficielle, qui était auprès d'adolescents dans un quartier d'une banlieue défavorisée de Lyon, cependant, il s'agissait d'adolescents qui étaient excellents scolairement. On ne va pas se raconter d'histoire. Une fois, la bibliothécaire faisait parler l'une des filles du groupe sur une des lectures qu'elle avait faites, et elle dit « Bon, c'est un roman sentimental, c'était pas mal, mais moi, j'aime pas trop ce qui est cucu, un peu fifi, comme ça me plaît pas trop. » Et la bibliothécaire lui dit « Mais ça t'a plu, donc pourquoi est-ce que tu boudes ton plaisir ? Vous n'avez pas à renier le plaisir que vous éprouvez en lisant. » Et pour le coup, c'était une remise en question à la fois de la légitimité littéraire et de la dévalorisation du féminin qui s'articule entre elles. Et je pense qu'il y a beaucoup trop de soucis de la part des médiatrices des métiers du livre de ce qui est des hommes, par exemple dans les sociabilités de lecture. C'est-à-dire qu'elles s'inquiètent beaucoup de pourquoi il n'y a pas assez d'hommes, est-ce que c'est la présence féminine qui les fait fuir. Moi, ce que j'ai constaté dans les entretiens avec les hommes, c'est que s'ils ne restent pas, c'est aussi parce que pour eux, l'identité de grands lecteurs
n'est pas tellement investi, c'est pas tellement important. C'est-à-dire qu'ils lisent beaucoup, mais ce qui compte, c'est que ça débouche sur de la création littéraire derrière. Et ça, c'est une vraie opposition de genre, à savoir que les femmes écrivent aussi, mais elles s'exposent beaucoup moins à lire leurs textes en public, à essayer de les éditer dans quelques revues ou par quelque éditeur que ce soit, et que finalement, les lectrices, elles, disent que même si la lecture, elles trouvent que c'est un peu passif et qu'elles aimeraient bien passer à autre chose, elles peuvent continuer à aller dans des groupes de lecture où elles échangent sur leur lecture. C'est une identité qu'elles remplissent, je dirais. Alors que pour les hommes, c'est quelque chose qui est toujours transitoire. On va essayer de professionnaliser ce capital de la lecture, on va le retourner en quelque chose qui est objectivable socialement, qui apporte une reconnaissance. Et c'est en ce sens que moi, je ne m'inquiéterai pas de la désaffection des hommes par rapport à ces groupes, dans le sens que je ne pense absolument pas que ce soit le caractère féminin, voire féministe, des groupes qui les fassent fuir. Et je pense qu'il y aurait un travail à faire sur cette question du genre de la création. Et en particulier, l'enquête que nous finissons avec Catherine Marie et d'autres collègues sur les pratiques musicales montre encore une fois ce clivage. Chez des grands amateurs de pratiques musicales, hommes et femmes, toute autre variable neutralisée par ailleurs, on constate que les hommes s'envisagent beaucoup plus comme passant d'une pratique amateur à professionnelle, même quand ils ont commencé cette pratique tardivement. Et c'est ce que soulignait tout à l'heure Marie-Carmen à propos de la pratique du hip-hop et du cirque. Donc pour ma part, l'idée de sensibilisation au genre, je ne peux pas dire que je suis contre, parce que pour ma part, voilà, c'est bien sûr l'approche à laquelle j'adhère. Je n'ai pas rencontré de sensibilisation particulière, mais je pense, et ça a été dit tout à l'heure, que de toute manière, c'est sans aucun doute par les intermédiaires, donc que ce soit des enseignants et enseignantes, des médiateurs, médiatrices au niveau culturel, et ce que vous dites aussi sur ce qui s'est passé au niveau d'équipes d'animateurs et animatrices qui, à un moment donné, ne sont pas forcément toujours très au clair sur qu'est-ce que c'est le genre, qu'est-ce que c'est le sexisme. Et d'ailleurs, cette question de la définition du sexisme, on l'a vu, on a été interpellé sur le fait qu'on ne parlait pas d'hétérosexisme. Donc je crois que tout ça, c'est aussi des questions de formation beaucoup plus générale. Et enfin, il y a aussi la question, outre le sexisme, le genre, il y a aussi la question du féminisme, aussi, que ce soit un objet de débat qui puisse être considéré comme tel, puisque de fait, par exemple, j'ai montré qu'il y avait une censure de la part de certaines bibliothécaires qui ne s'autorisaient pas à aborder le sujet. Et encore une fois, si l'enjeu est de ne pas faire fuir les hommes, je ne pense pas que ce soit ça qui les dérange, et ils sont plutôt prêts à en débattre. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, c'est très intéressant et très nuancé. Alors, je pose la même question à Pyrine. Quels seraient donc vos souhaits, vos recommandations pour mobiliser, voire renouveler votre public? Et oui, est-ce que il vous paraît possible d'une sensibilisation à la notion de genre? Voilà, on a déjà fait cette sensibilisation. En recommandation, moi je suis très chanceuse. Je travaille dans une association où clairement la direction à laquelle je participe, mais est engagée sur ces questions-là, ne laisse rien passer de discours sexistes, essaye de mobiliser. Je suis sur une commune où je suis soutenue, où on me laisse faire mon travail technique. Et je suis en plus dans un réseau des centres sociaux qui est clairement militant c'est sur la lutte contre les discriminations, mais où le sexisme en fait partie, et est largement soutenu en Île-de-France par le Conseil régional sur cette question-là. Voilà, donc je suis dans un contexte extrêmement favorable. Néanmoins, j'ai quand même dû, au niveau technique, avoir des postures un peu radicales au début pour faire en sorte que ce thème ne devienne pas un thème parmi d'autres dans l'année, mais soit un thème dont découle tout le reste de notre travail dans les quartiers, dans les maisons de quartier. Travailler sur le genre, ça veut dire qu'au moment de questions d'ados, d'enfants sur l'insertion professionnelle, ça veut dire qu'effectivement on n'est pas dans des orientations elles-mêmes sexuées, complètement aberrantes, mais parce qu'on aurait des stéréotypes. Et ça vraiment, sans un engagement de la direction, évidemment des financeurs, mais une implantation et que ce soit partagé par au moins son équipe,
Bon, voilà, ça va être une thématique qu'on va sensibiliser une fois dans l'année. C'est un peu compliqué. Après, les associations sont censées avoir des projets de structure. Tout ce qui est socio-éducatif, socio-culturel, ils sont censés avoir un projet éducatif. Donc voilà, moi, une des recommandations, c'est effectivement que ça apparaisse au-delà d'une des actions. Ça ne doit pas être une action, c'est un préalable à un projet éducatif de poser ces questions-là et de les inscrire durablement dans la vie de l'association. Sans ça, ça reste effectivement de la sensibilisation dans les quartiers. Oui, bien sûr que un va aller un petit peu plus loin, mais malheureusement, vraiment, je pense qu'il faut répéter ce message-là plus souvent. Et l'outil culturel, alors là, moi je m'appelle OMC, le C de culture, évidemment, comme tout à l'heure le sport, mais évidemment que la pratique artistique régulière, évidemment que c'est un levier indispensable comme le sport pour lever des barrières sur ces questions-là, indiscutablement. Donc vraiment, voilà, il faut rendre la culture accessible, la pratique régulière doit être une évidence. Il faut vraiment accompagner les familles et les partenaires dans la reconnaissance de cette régularité qui fait la différence. Et ce n'est pas le ponctuel qui agira quand même sur certains, mais sur les masses, c'est la régularité qui, pour moi, s'inscrit durablement. La formation, mais on l'a dit, donc je ne vais pas trop insister là-dessus, la nécessité de la formation des professionnels pour effectivement qu'il y ait une analyse pas de pratique, mais des questionnements vraiment, et un petit peu ce que font certains acteurs, hein, quand on les demande d'intervenir, ils secouent. Donc un des colloques qu'on a organisé sur Maison Alfort, clairement il y a des participants qui sont partis à midi parce que pourtant c'était des professionnels, hein. Ils s'étaient inscrits à ce colloque qui annonçait la couleur et ils sont partis parce que c'était dérangeant. Donc oui, ce sont des questions dérangeantes. Donc il faut que ce soit effectivement inscrit le plus vite possible. Voilà. Dans la formation, et alors les animateurs, c'est clair que ça n'apparaît pas du tout dans leur formation, ou juste comme ça. C'est bien dommage. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, je pose la même question à Reiss Jasser. Quels seraient vos souhaits, vos recommandations pour mobiliser, renouveler le public et une sensibilisation à la notion de genre est-elle possible dans ce domaine? D'accord, merci. Oui, alors nos souhaits et recommandations pour mobiliser ou renouveler notre public, c'est avoir accès à la presse, à l'information. Car après 35 ans, on n'a aucune visibilité presque dans la presse générale ou spécialisée. Je vous donne un exemple. Les Cahiers du cinéma a sorti un numéro l'année dernière, au mois d'août, je pense, où le thème principal est « Où sont les réalisatrices ?» À aucun moment, il ne s'agissait du Festival international de films de femmes. Tout cela est navrant, parce que le festival est reconnu, sollicité nationalement et internationalement. Il fonctionne très bien avec ses réseaux. La preuve, c'est qu'il continue à exister, et à projeter, à soutenir. Mais il reste absent et invisible dans la presse. Dans les manifestations prestigieuses de Cannes, Berlin, Hollywood, moi je leur conseille, au lieu de regarder comme ça où sont les réalisatrices, d'écrire à Jackie Buyer. Je suis sûre qu'elle peut insérer tous les ans au moins une dizaine de titres dans leur sélection. Et je pense que vous n'avez pas besoin que je vous le dise, mais je le dis quand même. Vous êtes au courant que 60 ans après le Festival de Cannes, quand ils ont fêté leur 60e année, il y avait une palme d'or. Non, excusez-moi, un demi, parce qu'elle l'a eu en ex-aequo. Hein, donc 59,5, hein, et il y avait une demi-palme d'or. Et en 75 ans, Hollywood a donné un Oscar à Catherine Bigelow. Donc voilà. Alors après, on nous demande pourquoi un festival international de films de femmes, vous avez besoin vraiment de faire ça?
Alors maintenant, je vais faire le lien avec la sensibilisation à la notion du genre, parce que l'équipe, bien sûr, avec Jackie, ont toujours été très, très, très vigilants par rapport à ça, organisé des débats, des thèmes. Et justement, en 2013, il y a eu un colloque qui permit au public d'approfondir la réflexion sur la problématique du genre dans le cinéma. Geneviève Cellier traita le cinéma des années 30 et de la nouvelle vague. Brigitte Rollet nous présenta une lecture des images cinématographiques à travers les bandes d'annonces, et une table ronde avec journalistes et responsables de presse fut organisée autour du thème « La critique cinématographique et les réalisatrices à l'épreuve du genre ». Donc, on essaie toujours de faire des choses autour de ce sujet. Maintenant, j'ai envie de dire quelque chose là aussi. Il faudrait souligner que la critique du cinéma des femmes, très souvent essentialiste, a ghettoisé les films, les a uniformisés et par conséquent rendus invisibles. Et c'est ça, moi je pense, je le dis très souvent à Jackie, je pense que c'est à cause de ça que la presse n'en parle pas. Parce que vous faites un cinéma féminin, mais pourquoi on ne dit pas cinéma masculin quand on parle des réalisateurs? Tout de suite, dès qu'on parle des femmes, on fait un cinéma féminin. C'est quoi le cinéma féminin? Pour moi, il n'existe pas. Ainsi, donc, au lieu de sensibiliser à la notion du genre, on est toujours en train de répondre à des questions qui sont vraiment aberrantes, ou bien, moi, parfois, je suis fatiguée de répondre, ou parfois, je ne réponds même plus. Donc, il s'agit vraiment de dire tout le temps, ça se pose tout à fait dans les mêmes termes que pour la littérature, puisque j'ai travaillé sur la littérature, c'est-à-dire quand on analyse une œuvre, on analyse une œuvre. Moi, quand j'analyse cette œuvre, le sexe de la personne qui a fait cette œuvre ne m'intéresse pas. Maintenant, il est sûr que les problématiques qui touchent les femmes sont traitées avec très souvent au festival, comme pour celles qui connaissent le festival ou ceux qui connaissent le festival, avec beaucoup de force, surtout quand les réalisatrices sont des personnes engagées ou conscientes. Mais une réalisatrice n'est pas nécessairement féministe. Donc ça aussi, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire aussi au festival, c'est que aussi c'est la qualité, on cherche la qualité. Bien sûr, on ne projettera pas des réalisatrices misogynes. Ça, je vous le promets. Mais une réalisatrice qui a une conscience féministe, bien sûr. Seulement, pour moi, à ce moment-là, elle ne fait pas un film féminin. Elle fait un film engagé. Voilà. Bon, merci beaucoup. Et donc, maintenant, Nathalie Ernoult, pour toujours cette même question sur les recommandations, les souhaits que vous pourriez émettre autour de cette question de mobiliser ou renouveler le public et cette sensibilisation possible à la notion de genre. Alors, au niveau des rêves et des possibilités, bon, il y a des choses qui sont déjà amorcées, qui commencent un peu à se faire. Le succès, je pense que c'est le succès de l'exposition a permis de désinhiber pas mal de personnes par rapport à la notion de femme artiste. Alors il y a deux choses qui sont importantes, c'est qu'il faut que les artistes en formation puissent avoir des référents, des modèles auxquels ils peuvent s'identifier, et non pas que des modèles masculins. Et là est en train de se créer des femmes artistes qui ont suffisamment d'expérience, de poids, pour qu'elles puissent être des maîtres, des maîtresses, auxquelles on peut s'identifier. Du côté des recherches en histoire de l'art, là, il y a quelque chose aussi d'intéressant qui s'est amorcé. Il y a eu énormément pas beaucoup de masters qui ont étudié l'exposition Elle. Hein, donc ça, je l'ai su parce que j'ai toujours été en contact avec les étudiants. Et il y a aussi de plus en plus de thèses, de master sur des femmes artistes.
c'est quelque chose qui existait très peu. Quand vous regardez un peu en histoire de l'art les thèses, c'est principalement des mouvements ou des hommes artistes. Ce qui se passe aussi, et ce qui est pour renouveler le public, c'est aussi de plus en plus de monographies, c'est-à-dire d'expositions sur des femmes artistes. Il y en avait quand même assez peu. Et on a eu une exposition qui, je pense, n'aurait pas pu avoir lieu sans ce mouvement. Hein. Je ne parle pas que du Centre Pompidou, parce qu'il y a d'autres musées, évidemment, qui ont participé à tout ça. Sur une architecte qui s'appelle Hélène Gray. Donc, c'est déjà, les expositions d'architecture, c'est difficile. Mais alors, en plus, quand c'est une femme architecte, c'est encore plus difficile. Donc, cette exposition a eu lieu. Et il va y avoir lieu l'an prochain une exposition sur Niki de Saint-Phal au Grand Palais. Et je me demande, peut-être que je me trompe, mais je me demande si c'est pas la première fois qu'il y a une exposition d'une femme artiste dans cette institution qu'est le Grand Palais. Hein, c'est peut-être pas la première, c'est peut-être la deuxième, mais enfin, il y a très très peu d'artistes, de femmes artistes qui ont eu droit à l'honneur du Grand Palais. Donc là, des choses sont en train de se faire. Il faut qu'elle se poursuive, il faut que le relais soit évidemment pris par les jeunes, hein, aussi bien par les jeunes artistes. Alors, les écoles d'art sont très féminisées, il y a beaucoup plus de femmes à l'école des beaux-arts, dans les écoles d'art, donc il faut que c'est justement ces jeunes femmes qui, jusqu'à présent, disparaissent, parce qu'il n'y a plus que les hommes qui ressortent, et ben, il faut qu'elles puissent émerger. De même qu'on puisse faire un travail d'histoire de l'art sur les femmes artistes, un travail qui n'a pas été fait. Là, il y a un champ de recherche absolument inimaginable. Sur la question du genre, là, c'est beaucoup plus complexe. Donc, comme vous le savez tous, l'art est universel. On nous l'a dit et on nous le répète. Sauf que quand ce sont des femmes qui font de l'art, c'est exactement la même situation que pour le cinéma, on appelle ça de l'art féminin. Et ça a même été une notion, enfin, dans l'entre-deux-guerres, qui a existé, on parlait d'art féminin. Alors, la réflexion sur le genre, elle s'amorce, mais elle est très, très faible. Et un exemple que je pourrais donner par rapport à ça, quand on réfléchit sur l'homme et la femme dans l'art, on a une réflexion essentiellement essentialiste. Et on a une exposition à l'heure actuelle à Orsay qui s'appelle Masculin. Et cette exposition est essentiellement essentialiste, c'est-à-dire c'est un regard masculin vu par des hommes. Il y a 2 femmes dans l'exposition, Orlan et Louise Bourgeois. Mais bon, je ne sais pas si vous avez vu l'exposition, on en reste vraiment sur sa fin. Là, c'est là où moi, mon souhait serait le plus grand, c'est qu'il y ait une véritable réflexion sur le genre en art, qu'on arrête de nous sortir la notion d'universalité de l'art, parce qu'effectivement, on ne regarde pas le sexe quand on regarde une œuvre, mais en attendant, quand on l'étudie, ce sont bien des hommes et des femmes qui l'ont fait, des hommes ou des femmes, et que quand Picasso peint une pipe ou une bouteille d'absinthe, c'est bien parce que c'est un homme. À l'époque, les femmes ne pouvaient pas sortir, et donc et cette réflexion sur finalement l'art, malgré tout, il est aussi genré, est quasiment absente des musées, ça c'est sûr, et très peu présente dans les recherches en histoire de l'art. En tout cas, elles ne sont pas encore sorties. Et moi, j'aimerais bien qu'on fasse une exposition sur le nu, mais que dans cette exposition sur le nu, on fasse justement une confrontation de genre, et comment les hommes, parce que ce ne sont que des hommes quasiment, jusqu'à les années 70, ont traité le nu, à la fois masculin, à la fois féminin. C'est pas la même chose de montrer un nu en odalisque lascif pour les femmes, ou un nu en héros pour les hommes. Ce type de réflexion n'existe pas, vous êtes très, très marginal,
Et là, il y a énormément de choses à faire pour vraiment sortir de l'essentialisme. Pour l'instant, on plonge dedans. Voilà. Bon, merci beaucoup. On constate d'ailleurs une disparité entre des études de genre, on en a parlé l'année dernière, qui sont de plus en plus affinées dans le monde de l'université, même si nous avons aussi beaucoup d'obstacles à franchir, mais il y a une histoire de l'art ou une histoire du cinéma genré. Et ce que nous avons aujourd'hui exploré, c'était ce qu'on peut faire passer par les institutions auprès d'un public, et ce que aussi reçoit le public, qui est quand même un peu davantage autour de l'objet femme et égalité des sexes.